Donc, 18 ans, je me fais virer. Bon, j'ai déserté. Bon, je me suis fait arrêter par la gendarmerie de l'air. Évidemment, j'étais chez un copain à Maison-Alfort. Vous pensez bien qu'ils m'ont vite retrouvé. Hein. Et je me retrouve avec les menottes, encadré par 2 gendarmes de l'air qui me ramènent à Saint-Dizier, puisque ils m'avaient muté à Saint-Dizier. Et sur le quai de la gare, il y a mon père et ma mère qui m'attendaient. Bon, là, franchement, j'avais ma mère qui pleurait, mon père qui était blanc. Alors, vous imaginez, en plus, pour un père directeur national des enquêtes fiscales, tout ce que ça représentait, c'était l'échec total, quoi, hein, pour lui. Bon, là, franchement, bon, ça m'a fait de la peine, hein, mais bon, c'est comme ça. Et il me ramène à Saint-Dizier. Bon, pour faire court, je suis viré à Saint-Dizier. Je quitte l'armée à Saint-Dizier. Et là, je quitte la base aérienne avec la barrière. Là. Je me retourne, je fais bye-bye tout le monde. Et là, je me dis, la vie est à moi. Et là, j'ai 18 ans, donc je suis pas vieux, mais je suis pas jeune. Hein. Alors, c'est majeur. Je suis majeur, et il faut savoir, pour être cascadeur, alors en revanche, j'avais profité, entre guillemets, à l'armée, de faire tous les sports déjà qui étaient intéressants pour ce métier, karaté, j'avais fait mes premiers sauts en parachute, judo, bon, voilà, j'avais axé mon action sur le sport, hein, pour commencer tout ça. Donc 18 ans, j'ai pas un franc en poche. C'était des francs à l'époque. Donc là, on est en 72, 76. D'accord. Hein, j'ai donc 74, puisque j'ai fait 2 ans d'armée, 72, 74, 76. Et là, j'avais déjà loué un petit appartement pendant que j'étais à l'armée, enfin un appartement, un boui-boui, une chambre à Maison-Alfort, au-dessus du magasin de Gilles Husson, de Tonton, son père. Et de la laverie de pressing, teinturerie de monsieur et madame Vassar, où la fille Brigitte travaillait. Donc j'étais dans ce studio-là, studio, une chambre, et là je commence mon apprentissage. Je rencontre un jeune cascadeur qui s'appelle Josy Venon, qui nous a quittés il y a 3 ans suite à une longue maladie, à 56 ans. Le pauvre. Et il a le même âge que moi. Son frère a des tournois de chevalerie. Il a une équipe de cascadeurs. Il a des tournois de chevalerie. Je fais un petit comeback. Avant de rentrer chez Venon, je suis rentré chez Yvan Chiffre. Yvan Chiffre, c'était le cascadeur de l'époque qui faisait du cinéma et aussi des tournois de chevalerie. Pour l'anecdote, Jackie Venon faisait partie de son équipe et est parti de chez lui pour faire la même chose, les tournois. Peu importe. Donc je suis resté chez Yvan Chiffre, où j'ai fait mon premier film avec Yvan, qui s'appelait Le Gang, avec Alain Delon. Delon, c'est ça. Ouais, voilà. C'était l'histoire de Pierrot le Fou. C'est le film où Delon est frisé, tout frisé. C'est ça. Ouais. Voilà. Et on faisait des poursuites à pied, là, pour le coup, sur les toits de la gare de l'Est. Ou gare du Nord, je me souviens pas. Bon, il y avait toute une cavalcade, on courait après Delon, donc c'était mon premier film, et c'est vrai que tourner avec Delon en premier film, c'était pas mal. Hein, c'était intéressant, spectaculaire, impressionnant. J'avais peur toutes les secondes de mal faire, mais j'étais bien concentré sur mon truc et ça s'était bien passé. Et donc ça, c'est Yvan Chiffre qui m'a fait faire ce premier film. Il m'a fait faire aussi ma première télévision. Vous vous rappelez d'une émission qui s'appelait Numéro 1, Gilbert et Mariti Carpentier. La réalisatrice, c'était Marion Sarraud, que j'ai retrouvée 15 ans plus tard, on y reviendra tout à l'heure, sur une série qui a vraiment fait décoller ma carrière, où c'était le numéro 1 Yves Lecoq. Vous savez, c'était des numéros 1 avec des artistes. Déjà Yves Lecoq. Et c'était des numéros 1 Yves Lecoq, qui était l'imitateur. Où je faisais des passages à la Tarzan devant l'image. Parce qu'il faut savoir que les gens imaginent toujours cascadeur, ils imaginent qu'on va à la mort tous les jours. Un cascadeur, ça commence à la gifle. Hein. On appelle un cascadeur pour montrer à des comédiens comment on donne des gifles, comment on place les caméras, jusqu'à la cascade très importante où on peut éventuellement risquer sa vie. Voilà. Et alors, chez Yvan Chiffre, pour rentrer chez Yvan Chiffre, je fais encore un petit comeback parce que il y avait une audition, ses bureaux étaient à Boulogne. Petit test quand même. Les petits tests. Alors, on descend, on rendez-vous à son bureau, on était une 50aine. Il faisait une audition pour Bénur.
le spectacle de Jean Richard, Jean-Richard, qui avait lieu à Porte de Pantin. Vous vous rappelez, il y avait son chapiteau à Porte de Pantin qui restait en permanence. Il y avait du cirque et une année, il a fait Bénure. Et il avait besoin de nouveaux cascadeurs en plus de son équipe pour Bénure. Alors évidemment, on se disait, si je suis pris pour Bénure, si je suis bon, si je fais bien mon boulot, je peux rester dans l'équipe. Après, c'était une porte d'entrée. Alors là, je vous dis pas l'audition. Il nous dit, bon, alors on va vous donner un bouclier. On a un bouclier et un monsieur qui va vous frapper avec une hache sur le bouclier. Vous ne devez pas reculer. Oh, putain. Alors on a vu un monstre arriver avec des bras comme ça. Il massacrait ce bouclier avec sa hache. Elle était en quoi cette hache? Ah non, c'est une hache en ferraille. Hein. Quand même, oui, ouais, une hache en ferraille. On avait un bouclier. Bon, il avait prévu des boucliers assez larges pour pas qu'il y ait d'accident. Le truc, c'était, faut pas reculer. Bon, c'était son test. Ceux qui passaient ce test avec succès, j'en ai fait partie, on avait rendez-vous le lendemain à Montfort-l'Amaury, où il y avait ses écuries. Et là, il nous dit, bon, que vous sachiez monter à cheval ou pas n'était pas le problème. Hein. Ça arrivait après. Là, il dit, bon, vous montez sur le cheval, il n'y a pas de selle. Hein, il y a pas de selle. Vous accrochez à la crinière, d'accord, on lui tape sur les fesses. Il va partir plein ballon, d'accord. C'est des chevaux qui étaient dressés au tournoi, c'est-à-dire ils allaient droit. Hein. Souvent, les chevaux, ils partent droit et d'un seul coup, ils vont à droite ou à gauche. Ceux-là, ils tiraient droit. Je serai au milieu là, du terrain. Quand vous passez à ma hauteur, je tape des mains et vous devez chuter. Mais attention, ni sur les bras, ni sur les pieds. C'est-à-dire sur le dos. D'accord. Alors évidemment, il y avait des tas d'équipements, hein, coudières, genouillères, plaques de dos. Je veux dire, je vais pas vous dire qu'on risquait grand-chose. Il y avait une ambulance, il y en a 2 qui sont partis parce qu'ils sont tombés sur les pieds. Là, c'est les chevilles, c'est pas compliqué. Bon, alors, mais tout ça était, à l'époque, ça serait pas possible. Aujourd'hui, je pense que le gars, mais là, c'était, on signait des décharges. Il y avait l'ambulance qui était là. Enfin, vous voyez, il y avait une ambiance qui est, à mon avis, impossible à refaire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il terminerait devant les tribunaux très rapidement. Bon, j'ai chuté sur le dos. Pour faire court, j'ai été pris. Donc, on fait Bénure. Je pars pour la tournée Bénure. Il y avait plusieurs actes. Hein. Il y avait ceux qui faisaient Bénure à Paris. Les meilleurs étaient choisis pour faire la tournée. Oui, il y avait une d'accord. Tournée, c'est ça. Voilà. Donc, on a fait la tournée dans tous les parcs expo de France. Hein, le parc Chano à Marseille, le parc à Tours, et parallèlement, on montait à cheval à Montfort-l'Amérique, on était en rentrée entre deux spectacles, 2 shows, et là on apprenait à monter à cheval. Alors c'est pas du tout la monte à la mongolienne, hein, avec les selles de voltige, on montait au nœud. La seule indication c'était d'être très sympa avec les chevaux, enfin très sympa, de pas être violent avec les chevaux, parce qu'ils étaient dressés pour passer le feu. Ils avaient un format dans leur tête. Et un cheval, c'est très sensible. Hein. Dès que vous le sortez de là, ça peut foutre la panique dans sa tête. Donc, on avait des choses comme ça et ne pas être violent du tout. Ça, c'était une règle d'or. Chez les cascadeurs, ça a toujours été, semblerait, pour ne pas aller plus loin là, sur ce sujet, que ça n'ait pas été toujours le cas dans le cirque. Chez les cascadeurs, ça l'a toujours été. Réellement. J'aurais pas supporté déjà. J'insiste là-dessus parce que souvent on me dit ouais, c'est ce que vous dites. Non, on a toujours respecté le cheval. D'ailleurs, vous savez que les chevaux de cinéma qui font des cascades, on les appelle des cascadeurs. Hein. Non, oui, j'ai vu déjà. On dit c'est un cheval cascadeur. C'est un cheval cascadeur qui vient ou c'est un cheval. Vous voyez, ils sont formés, ils s'éclatent. D'ailleurs, quand on envoyait les musiques, je peux vous dire que ça piaffait dans tous les sens. Quand le spectacle commençait, quand ils voyaient les flammes, il fallait les retenir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dressés par force. D'ailleurs, ils étaient sélectionnés, on voyait très vite le cheval qui n'était pas fait pour ça, hein, et on ne le forçait pas à faire. On exploitait le cheval nerveux, on va dire, hein, qui avait envie de se marier. Avec lui, on s'entendait bien. Bon. Et donc voilà, donc je pars, je fais 2-3 ans avec Yvan Chiffre, qui me fait faire mes premières télés, mes premiers films, et puis après je rentre chez Jacques Yvenon, où là je retrouve Josy Yvenon, qui a mon âge, il a 19 ans, 20 ans, on a 20 ans, oui, 18, 20, et là vraiment je passe une période formidable. Là je rentre dans un système où j'apprends la cascade tous les jours je vais à Orly. Il avait un petit centre d'entraînement, on va dire, qui était sa maison avec un énorme jardin où il avait mis des différents obstacles et différentes choses. Et là, tous les jours, avec Josy Yvenon, je vais à Orly, 3 heures par jour.
Et on bouffe de l'escrime, on bouffe de l'épée, on chute dans les escaliers, on saute du toit, on installe des cartons, on fait du cheval. Moi j'y vais en moto, alors ça commence là, les roues arrière, les petites chutes de moto, les machins. On commence là, je commence seulement parce qu'avec Gilles Husson sous moi, enfin et Brigitte Vassard, donc ma charmante épouse, moi je me dis quand même si je pouvais rajouter un peu la moto, ça serait sympa, et j'étais évidemment attiré quand même, parce que je voyais toute cette bande, la bande de Maison Alfort, notamment Gilles, Choucroune et Terrasse et Tchernine, on va dire que c'était les 4 meneurs. Après il y avait tous les autres, Gilles Déol, Philippe, toute la bande, mais eux c'était les 4. Et donc je vais à Orly tous les jours et on bosse, on monte des numéros, des attractions de cabaret, basées sur des combats, sur l'escrime, sur les choses, qu'on vend. On vend à des cabarets, on va jusqu'en Hollande, vous voyez. Et parallèlement, je monte un petit spectacle de roue arrière, basé sur la roue arrière. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la roue arrière, il n'y a pas de spectacle. C'est Gilles qui fait des roues arrière, les pilotes font des roues arrière quand ils passent la ligne d'arrivée, mais le stunt n'existe pas. Le stunt comme on le connaît aujourd'hui n'existe pas. Alors je me dis donc, il y a peut-être un coup à faire. Bon, je pars. Je suis pas doué à la base sur la moto. En moto, je suis pas doué. Je le dis franchement. Même dans les périodes avant, après l'armée, tout ça, non, même pas touché un petit peu à la moto. Non, même pas du tout. Non, je l'ai fait par rapport à la cascade. D'accord. J'ai dit, je rajoute une corde à mon arc. Alors évidemment, après, quand j'étais dessus, ça me plaisait. Mais si vous voulez, j'étais pas. Par contre, c'était les Husson, les Choucroune, les Baldé, les Offenstadt, même moi, Ravel, c'était Ravel, donc on est même encore avant eux. Je suivais, j'avais Nieto. Comment il s'appelle? J'aimais bien les 50 et les 125. Le Hollandais en Kreidler, là. Yann De Vries. Yann De Vries, voilà, j'aimais, bon, évidemment Patrick Ponce et tout. Alors je suivais, ça me plaisait. J'avais des posters dans ma chambre de tout. Alors, en plus, comme j'avais Gilles Husson en dessous, non, ça me plaisait, mais je me sentais pas, j'étais pas doué. Les 2 seules courses que j'ai fait de ma vie, alors j'ai fait les 24 heures de Pont de Vaux, moi j'ai fait les 24 minutes en fait, de Pont de Vaux, et puis j'ai fait une course à Carole tout au début. J'étais premier des derniers, c'est-à-dire que si on avait retourné la grille, j'aurais été en pole position, voyez-vous. Non, je le sentais pas. Je le sentais pas. Et donc là on part, et là on est à l'époque où on est dans les années 80-81. Je suis au Paradis. Alors je fais le vendredi et le samedi soir, on est à Saint-Germain-des-Prés avec Josy Venon. À l'époque, sur la place de l'église de Saint-Germain, il y avait plein d'attractions. Vendredi et le samedi soir, un cracheur de feu, un jongleur. Et nous, on se pointait avec nos épées, on faisait des duels à l'escrime. On gagnait notre vie. Les épées, des vraies. Oui, des rapières. Oui, on avait les costumes, chemise blanche bouffante, le catogan, les cuissardes, le col en noir, et on faisait des numéros, puisque là, en escrime, pour le coup, en escrime ancienne, on était bon, on en faisait tous les jours, ça, j'en ai fait 15 ans, là on était bon. L'escrime ancienne, c'est l'escrime, on va dire, vraiment, on se sert au cinéma. C'est ça. Voilà, l'escrime sportive, c'est très bref, c'est très direct. Ouais. L'escrime ancienne, on doit... Oui, il y a des mouvements. Dans l'ensemble au cinéma, d'ailleurs, que ce soit dans les combats ou autres, on doit occuper l'espace. Ouais, c'est ça. Si on fait des combats et que c'est des coups de karaté, ça va pas marcher. Donc on doit occuper l'espace, mais alors il faut que ce soit crédible. Donc tout le jeu est là en fait. Et donc on faisait... et c'est à Saint-Germain-des-Prés, déjà je tombe amoureux de ce quartier. Bon, ça c'est anecdotique. Mais j'y suis revenu après, plus tard, tellement que ça, pour d'autres raisons. Et de là, ça m'amène dans la troupe de Jean-Marie Rivière, qui lui était à l'Alcazar, d'accord, et après au Paradis Latin. Voilà. Et je fais 3 ans au Paradis Latin avec des petites incursions à l'Alcazar juste avant, mais 3 ans au Paradis Latin. Alors là, c'est tous les soirs. Alors là, on faisait un combat à la hache. Il y avait le tableau de Carmen, où dans Carmen, il y a la bagarre dans le café, là, dans l'auberge. Donc on réglait la bagarre. On sautait des balcons, on faisait des chutes d'escalier. Enfin, ils nous utilisaient d'un peu dans tous les tableaux. On avait notre attraction, le combat à la hache, là qui était une attraction bien précise, l'attraction de cabaret. Et après, ils nous utilisaient. Et là j'ai appris avec Jean-Marie Rivière, qui était un maître de la nuit, le maître du spectacle, avec Michou d'ailleurs qui vient de nous quitter. Là, j'ai appris le spectacle.
J'ai appris surtout les spectateurs. Comment j'ai appris qu'il fallait travailler pour les spectateurs. Respect, le terme n'est même pas assez fort. C'est-à-dire, le métier, c'est de faire plaisir aux spectateurs, pas de faire plaisir à soi. Il faut se faire plaisir, évidemment, quand on fait plaisir aux autres, on se fait plaisir à soi, mais c'est de penser toujours, spectateur, toujours. Et ils nous mettaient ça dans le crâne. Mais non, mais t'es un peu trop à gauche là de la scène, les spectateurs là-bas, non, donc tire un peu, vous voyez, des détails, et d'aller chercher le spectateur. Et je m'en rappellerai toujours par exemple, dans les numéros qu'on a fait après, quand vous vous adressez, ça peut être valable partout, même sur un marché. J'ai fait d'ailleurs les marchés pour gagner ma vie, les trucs qu'on vend rapidement, là, les coupes tomates et tout. Bon. Il y a plein de petites techniques. Quand vous vous adressez au dernier rang, vous avez tout le monde qui se tasse et qui vient. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a plein de trucs comme ça. C'est pareil dans le spectacle. Vous allez fixer des gens pendant un certain temps. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment... Je ne sais même plus comment le dire dans la moto, parce que cette notion, elle n'existe pas dans la moto. Dieu sait s'il y a des épreuves qui font du monde. On va dire comme le Grand Prix de France, mais ça, on n'en parle pas. C'est complètement à part. Michi reste une personnalité à part, qui a compris plein de choses. On est dans un autre domaine. Mais sinon... Dans la moto, ils ne le savent pas, ça. Alors, ça fait prétentieux quand je le dis. Alors, bon, on ne sait plus quoi dire. On n'ose plus parler. On n'ose plus rien dire. Bon, voilà. Donc, au Paradis Latin, avec lui, Yvan Chiffre et Jean-Richard Bénure, j'ai appris le métier du spectacle. Vous voyez ? Donc, et avec cette troupe de cascadeurs de roue arrière, que j'avais appelé les félins. On est à l'époque, 81-82, où la bande de Maison Alfort, ça s'arrête là. Ils ont arrêté là les courses. 81-82. Ils font encore quelques petits trucs. Mais je veux dire, ça c'est... Gilles se marie, il a son enfant, Antoine. Il habite sur le bord de Marne. À cette époque-là, il habite plus chez ses mamans. Moi, j'habite sur le bord de Marne, à 200 mètres de lui. À cette époque-là, avec mon épouse Brigitte. Je viens d'avoir mon fils, Nicolas. Bon, il travaille chez son frère. Déménageur, je crois, ou livreur, Gilles. Enfin, la bande a éclaté, non pas au niveau amitié, mais chacun. Gérard, lui, il n'avait pas trop de problèmes dessous, donc il fait pas grand-chose. Hein. Il va passer son brevet de pilote d'avion à Meaux, et de temps en temps, il passe me prendre avec sa R5 Turbo, dans laquelle il a disparu, malheureusement. Et alors, je peux vous dire que là, j'ai des souvenirs extraordinaires, parce que entre Maison Alfort et Meaux, avec la R5, le Meaux où il allait prendre ses cours, avec la R5 Turbo. Oh, je peux vous dire que là, vous vous dites, putain, je sais ce que c'est, parce que Gérard, au niveau voiture, il était bon. Hein. Il était au top. Hein. Il était au top. Hein. Les Lafitte et compagnie disaient, putain, il aurait fait de la voiture, lui. Bon. Et là les trottoirs, les machins, c'est l'époque où quand même on se permet plein de choses et on est moins... Et je me retrouve régulièrement dans l'avion derrière lui avec Gérard. J'adorais Gérard, tout le monde, vous le connaissez, vous l'avez connu, bon, ce côté perché avec sa mèche là frisée, puis il avait toujours l'air innocent. Ouais, c'est innocent. Voilà, c'est une personne attachante. Et adorable. Donc tout ça s'est un peu séparé. On sent bien que Gilles et Gérard sont toujours amis, mais que la vie a pris le dessus. Tchernine, son magasin, il n'est plus là. Il passe sa vie au bar des écoles. Donc je vais le voir tous les matins avant de m'entraîner en roue arrière sur les bords de Marne. Gilles qu'oubliait d'aller au boulot chez son frère et qui venait avec sa 250 XLS grise là. Et il me montrait, on s'entraînait toute la matinée sur les bords de Marne avec Gilles, voilà, des roues arrière, pour s'entraîner pour ce spectacle. Et alors c'est marrant parce que là on n'est pas encore on n'est pas encore avec Philippe, on n'est pas encore dans Sequoia, on y arrive juste après. Et un jour je dis à Gilles et à Gérard, mais pourquoi vous venez pas avec moi de temps en temps faire des spectacles? Ils me disent, alors Gilles évidemment lui il dit oui, parce que ça, il était payé, hein. Gérard il vient plus parce que c'est Gilles pour se marrer, mais enfin il est venu 3 fois, hein, ça l'avait vite gavé, il fallait se lever tôt, lui il me faisait peur, parce qu'il me disait, mais t'es sûr que le spectacle s'il commence un peu plus tard, c'est pas grave? J'ai dit non, attends, ça marche pas comme ça. Donc, on va pas dire que ça commence à 15h au lieu de 14h, parce que t'es parti trop tard ce matin de Maison Alfort. Donc, bon, lui il me faisait peur quand même au niveau, bon, il est venu 2-3 fois, mais voilà, on a passé une époque vachement sympa.
avec Gilles, non mais vous imaginez, la bande dans des villages de 300 habitants a passé des murs de flammes, enfin bon, c'était un peu tout et n'importe quoi, mais là les souvenirs sont en béton armé, hein. On s'est marré, on s'est marré. Bon voilà. Et j'organise le premier show de stunt, franchement je peux dire que c'est le premier show de... D'ailleurs, comme j'avais un doute, j'ai vu dernièrement une interview de Richard Almet qui l'a dit, donc ça me confortait sur ce... Le premier show de stunt en France, probablement en Europe, hein. Sur les circuits ça se faisait pas. Quelle année ça précisément? Alors là, le premier show, on était en 82. 82, au circuit Carole qui était ouvert depuis 3-4 ans, 79 je crois. 79. Voilà. Avec une radio libre, c'est l'arrivée des radios libres, radio grand angle. L'animateur principal qui aimait bien la moto, on va organiser ça et machin. Et on organise ça à Carole. On fait 2000 personnes. Hein, bon, voilà, j'ai vu les images dernièrement, j'avais quelques images dernièrement, il y avait des gens sur la piste. Voilà, aujourd'hui, ça serait juste pas possible. Et je dis dans ce show, tu vas tenter de battre le record du monde, je dis à Gilles. Le record du monde, il n'était pas violent, il était de 146 km/h sur une 490 YZ par Patrick Bourny. Ça paraît aujourd'hui désuet, mais c'était, n'empêche, le premier record du monde. Dans le contexte de l'époque. Voilà, c'est dans le contexte de l'époque, c'était le premier record du monde qu'il avait fait pour Jacques Martin, à l'émission Incroyable mais vrai. J'ai la ligne droite qui n'est pas vraiment droite à Carole, mais bon, avec l'OV31, parce qu'il n'y avait pas de règle. Hein. Il n'y avait pas de catégorie. Vous pensez bien qu'une OV31 contre la 490 Yamaha, moi j'avais mal pour Bourny. Même Gilles, d'ailleurs, il était allé voir Bourny après, puisque Bourny était là ce jour-là. Il lui a dit, bon, écoute, désolé, c'était pas très... Mais bon, c'est la vie. Les affaires sont les affaires. Bon, il part, mais tranquille, hein, décontracté... Bon, bah écoutez, 146 km/h, premier passage 181, alors ça l'arrangeait bien parce que Gilles n'était pas non plus un fou de travail, donc là il avait fait qu'un passage. Donc, il passe à 181, ça fait vite sur la roue arrière. 181 sur la ligne droite de Carole, bon, ça va, mais sur une roue, ça fait vite. D'ailleurs, il termine dans le bac à golf. Non, avant la ligne de départ, hôtel. Il termine là, mais enfin bon, beaucoup sont terminés là sans problème. On terminait là sans problème, mais bon là il termine là-dedans parce que je vais vous dire quelque chose sur les records du monde. Les deux vitesses sur roue arrière. Les gens disent, vous prenez n'importe quel pilote de vitesse, il va monter à 300. On n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit le contraire. Même nous, je pense à l'époque, hein, en nous entraînant sur une moto de Grand Prix, bon. Le plus dur eût été de la démarrer, une moto de Grand Prix, quand vous ne savez pas, et de partir avec. Hein. Bon, après, de manier les chevaux, je n'y avance pas, mais je dis simplement, en s'entraînant, des cascadeurs avec une moto de Grand Prix, forcément, peuvent aussi faire des vitesses hallucinantes. Mais vous savez où est le problème? Et pareil, j'en discutais, ça fait 2 fois que je vous parle de Richard Almet, parce que je l'ai vu dernièrement. Il avait le même problème que moi, et en fait, on s'est aperçu que c'était ça le gros problème. Vous le mettez où, le radar? Pour être sûr de passer à cette vitesse-là. Parce que quand vous êtes en wheeling, vous êtes en accélération, vous n'êtes pas constamment en accélération. C'est pas possible, sinon vous vous retournez. Donc vous êtes comme ça, et à chaque fois que vous faites ça, mais vous perdez 20 points, 20 km/h. Hein. Et il faut relancer. Alors, la distance, oui, on peut faire des roues arrière sur 12 km, hein, mais je veux dire, vous voyez le radar arriver, il faut être le plus vite, là. Donc le truc, et Richard me disait qu'il faisait comme moi, mais de toute façon, il n'y a qu'une solution, c'est que arriver à peu près à 100 mètres du radar, fallait rendre un petit peu des gaz pour que la roue avant descende et réaccélérer pour pas qu'elle soit trop haute, qui nous permettait de fuser sans se retourner. Je ne sais pas si c'est difficile à expliquer, mais pour arriver à la hauteur du radar, on fusait avec la roue arrière un peu levée, mais pas trop. Sinon, à un moment donné, vous êtes obligé de donner le coup de frein arrière pour qu'il revienne en avant, ou alors vous retournez. Donc là, où placer le radar, quoi. Et donc voilà, donc la complication était là. Et d'ailleurs, Gilles, à qui j'avais organisé 2 ans après, je crois, l'occasion du Bol d'Or, qu'il batte lui-même son propre record du monde, il l'a pas battu à cause de ça. Ouais. Il est passé à 175 à cause de ça. Parce que il n'avait pas cette technique, c'était pas un travailleur, Gilles. Il avait des talents innés, Gilles.
mais c'était pas un travailleur. Hein, c'était plutôt un pilote d'instinct. C'était voilà, un pilote d'instinct, un pilote de force mentale, un pilote de caractère, mais il n'était pas travailleur. Donc je lui disais, mais non, mais si tu travailles pas ça, on n'ira pas. Et lui me dit, mais si tu vas voir, bon, enfin bon, il n'avait pas eu. Donc, et moi je me préparais petit à petit. Alors il fait 181. Il y a Bourny qui refait 187 sur une route de campagne. Avec quelle moto là? Sur une Suzuki, putain, je sais plus, avec les tubes acier, ça nous avait scotché. Une 1100 Suzuki sur une route de campagne bloquée, hein, quand même. Mais ça nous avait scotché à cause de la moto. Je me rappelle plus ce qu'elle était cette moto. C'était pas une moto vraiment faite pour ça. Et là, on avait dit avec Gilles, oh la vache, sur une route de campagne en 187. Bon. Après, il y a Almet qui s'y met. Almet qui était avec nous donc sur ce show de stunt à Carole. D'ailleurs, Almet, pour moi et pour beaucoup, c'est le meilleur. C'était le meilleur d'entre nous. En vitesse sur roue arrière, non, parce que bon, on se valait tous. Mais en polyvalence, en acrobatie, en innovation, ça a été le meilleur d'entre nous. Ça a été le meilleur d'entre nous. D'ailleurs, moi, il m'a gêné à un moment donné dans ma carrière, parce qu'on se vendait, hein, au Bol d'Or, au Mans, au Grand Prix de France, d'Allemagne, sur les différents circuits, et je l'avais constamment en concurrence. Bon, peu importe, c'est la vie, mais c'était vraiment le meilleur d'entre nous. Il a amené différentes choses, c'est le premier qui, en gros cylindré, a fait ce que Jean-Pierre Goua faisait en moto trial. C'est ça. Voilà. Il y a eu lui et Arto Nyquist, le Hollandais. Oui. Fantastique, le Hollandais. Bon, et donc Bourny, il fait 187, et là, moi, je m'entraînais, j'étais Honda, entre guillemets, hein, il n'y a pas de cascadeur d'usine, mais j'avais tout le matériel. J'avais une 1100 VFR, c'est ça, ou une 1000, non, une 1100 VFR. J'avais une Goldwing, j'avais une 600 XLR et une 500 CR pour mes démonstrations. Et tout le matos quand je cassais. Bon, donc c'était un bon deal pour moi. C'était Boursereau à l'époque, l'attaché de presse, Philippe Boursereau, l'attaché de presse de Honda France, que Philippe m'avait présenté, Philippe Vassar. Quand je dis Philippe, c'est Vassar. Je pense à Vassar. Et moi, je m'entraînais. Et là, voilà que je me sens bien. Je me dis, là, je peux y aller avec la 1000 VFR, 1100 VFR Honda. Et Philippe Sestaret, qui organisait le salon de Bordeaux depuis 75 déjà, hein, qui était le plus grand salon de France, après celui de Paris, qui a été aussi le premier à organiser un supercross en stade à Bordeaux, qui a amené le trial indoor en France. Ouais. Non, Philippe a fait beaucoup de belles choses. Et les supermotards dans son salon de Bordeaux, il a été le premier à faire dans un parc expo les supermotards, on va y revenir. Et c'est Philippe Sestaret qui aujourd'hui est toujours à la tête du trial de Bordeaux, d'ailleurs un trial indoor de Bordeaux, qui est le plus grand de France dans sa catégorie. Il me dit, tiens, je peux t'organiser sur l'aérodrome de Lateste, à Arcachon, côté de Bordeaux, le record du monde à l'occasion de ta tentative, à l'occasion d'une manche du championnat de France de dragster. Je dis super, j'y vais. J'étais plutôt bon en annonceur, hein, donc j'avais plein d'annonceurs, j'avais bien monté le coup. J'ai travaillé, et sur cet aérodrome, putain, il y avait du vent, je me rappelle à un moment donné à l'atterrissage, je pète les joints spi de la fourche, il y a de la fumée, machin, enfin ça se passe mal, il y a du vent, je suis déporté à gauche, à droite et tout, et à un moment donné je dis bon, ça sert à rien, là, soit je vais me planter, ou soit je vais perdre du temps, soit je vais lasser les gens, on va attendre 16-17 heures, plus de vent. Ah, ouf. C'était le matin, ce que je vous ai dit avant. Plus de vent, et là je passe, je sens que ça marche, et je sens ce problème je recule le radar à chaque fois. Je dis merde, je suis trop court, on recule le radar. Il y avait la gendarmerie qui était là. Officiel. C'est marrant. Gendarmerie, huissier, oui monsieur. Et je terminais, et au bout de l'aérodrome, et c'est de la terre. Hein. À un moment donné, c'est de la terre. Je terminais toujours un peu dans cette terre. Et à un moment donné, je le sens bien. Je pars et je me sens bien. Je me dis, putain, là, il est bon. Sans trop me le dire, parce que je reste concentré. Mais je sentais que ma position était bonne. Mes fesses étaient au bon endroit. Parce que les gens disent roue arrière. Mais on peut tous faire une roue arrière avec un peu mais après, pour monter, c'est toujours pareil. Pour monter à un certain niveau, après, c'est les milliards de petits détails et d'expériences qui vont faire que le truc va passer. On s'en rend pas compte de ça, parce qu'en plus, la roue arrière, c'est pas un sport, donc c'est un peu
le rigolo qui vient faire le spectacle. Bon, c'est un peu bon, voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est du spectacle. Plaisir, hein, mais voilà, pour se faire plaisir, ça fait rire le public. Et donc, à partir de là, c'est comme les artistes. Hein, à partir de là, on pense qu'il n'y a pas de travail. Ils viennent nous faire rire, ou nous amuser, ou nous détendre. Ben, c'est pareil, c'est comme tout, il y a du travail. Et là, j'étais bien, les jambes bien collées, bien en équilibre. Bon filet. Voilà, la route. Je regardais comme ça, parce qu'on tourne un peu pour voir hein, le guidon, là, on regarde entre le tête de fourche et le truc. J'étais bien, je voyais bien le radar, et je me disais, putain, ça bouge pas, il n'y a pas de vent. Je me sentais filer, je me disais, tout en étant concentré, je me disais, bouge pas, parce que vous allez bouger le coude ou le genou, et c'est mort. Je veux dire, ça va faire un truc, vous perdez 10 points. Et là, je sens le radar arriver. Je dis, putain, je dis, allez, je baisse, la moto, elle descend. Et 50 mètres avant le radar, là, je remets les gaz à fond et je passe la roue à ça. Hein. Après, elle se pose et je passe 196. Je me retourne. Je vois mon équipe qui était là, ravi et tout. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Par contre, je savais pas, je voulais passer les 200, évidemment, c'était le truc. Le premier à passer les 200, c'était rigolo, ça n'aurait pas changé ma vie. Bon, je fais 196. Bon. Donc, on a bien rigolé avec ça. Et là, alors moi, j'avais déjà fait tous mes spectacles de tournoi de chevalerie, mes attractions. J'avais déjà fait une petite manifestation sur un aérodrome qui s'appelait l'aérodrome de Brienne-le-Château, quelque chose qui s'appelait l'Américanic Festival. C'était une course de dragster, des expositions, mais il y avait 2-3 000 personnes, mais j'avais déjà fait, j'étais dans ma tête déjà, je voulais faire de l'événementiel. Et vous savez quoi? Alors là, on est en 83. Je monte quelque chose qui, dans ma tête, s'appelle le championnat de France de roue arrière. Alors en 83, je pense que c'est encore le sueur, je pense. Oui, puisque Kervella est arrivé en 84 à la tête de la fédération. Et le directeur des sports, c'était Esperanza Esperanza, c'est ça? Voilà. Je me rappellerai toujours. Je suis allé le voir dans son bureau en lui disant, voilà, je voudrais faire... Parce que là, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Il était tout seul dans son bureau. Aujourd'hui, le service des sports à la fédération est quand même solide. Hein. Et là, il me voit arriver. C'est un mec spécial. Je me rappelle, il était sympa. Il est en championnat de France de roue arrière. Et je leur disais, mais déjà, je disais, mais quand est-ce que la fédération va quand même bouger? Non pas qu'il faut qu'elle bouge par rapport à mes idées, par rapport à ce que je fais, mais quand est-ce qu'elle va bouger dans sa tête? Bon, là, c'était un peu beaucoup de demander ça. Mais je veux dire, je me disais, mais vous n'allez pas rester figé comme ça. Enfin bon, ça n'était pas passé. Donc, j'avais appelé ça la roue arrière 83. Je vous passe, mais là, vous allez vous marrer, je vous passe les détails. Il y a 5-6 épreuves, 20 engagés, parce que là, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Hein, donc, 20-30 engagés. Donc, je mettais ça dans des spectacles de roue arrière. Il y avait une manche. Alors, si on attendait le matin, on disait il y a les gens du coin pourraient s'engager dans la presse locale. On attendait le matin, voir combien il y avait d'engagés. Donc c'était 10, 15, 20, des fois 3. Bon, je vous la fais courte. Vous savez qui est-ce qui gagne ce championnat, la roue arrière 83? Non, ça, je sais pas, mémoire de... Ah, bah alors Jean-Claude. Eh ben, c'est un pilote de Grand Prix, connu, qui s'appelle Adrien Morillas. C'est Morillas, d'accord. Sur une Yamaha 550 XT. J'en ai parlé avec lui dernièrement sur Facebook, il se marrait. Je pensais que c'était une 500 XT, il me dit non, c'était une 550 XT. C'est Adrien Morillas qui gagne ce championnat. Alors lui, sur sa XT, il montait déjà debout, enlever la jambe, en levant le pied, coucou, c'est moi et tout. Et une autre qui va vous faire rire aussi, il y avait une manche au circuit Paul Ricard. François Chevalier, directeur du circuit, avec qui j'entretenais de bonnes relations, comme tout le milieu, me téléphone un jour, me dit, bon, il y a le championnat d'Europe de vitesse, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Ah, je lui dis, je vais te faire une petite démonstration, et puis on va faire une manche du championnat de France de roue arrière, enfin de la roue arrière. Il me dit, oui, d'accord. Et vous savez qui c'est qui la gagne, celle du Ricard? Ah, là, vous allez vous marrer encore plus que le premier. Jackie Grolet. Ah, tiens. Monsieur Morgon. Monsieur Morgon. Jackie Grolet. Alors, il m'a avoué au dernier Moto Légende, il me dit, mais attends, c'est parce que ton organisation a foiré, j'étais le deuxième, et sur les listes, ça t'a merdé, il me dit, je me suis retrouvé premier. Ah bah je lui dis, c'est ça les grands organisateurs, c'est ceux qui se trompent, c'est pas les autres. Bon voilà, donc c'est marrant, donc ce truc a duré 15 ans.